À quoi ressemblait la Terre à l'époque du dernier océan mondial ? Il y a plus de 300 millions d'années, avant l'arrivée des premiers dinosaures, la Terre ne comptait pas 7 continents comme c'est le cas aujourd'hui. Ces 7 continents, nous les avons toujours connus, et pourtant, la Terre n'a pas toujours arboré le même visage. Il y a des millions d'années, il y avait à la place de ces 7 terres émergées, un seul et même supercontinent massif, appelé Pangée, lui-même entouré d'un unique océan, la Pantalassa. Aujourd'hui, nos continents sont synonymes de différences topographiques, géologiques et climatiques. La faune et la flore sont assez différentes d'un continent à l'autre. Les animaux du désert africain ne côtoient pas les forêts tropicales d'Indonésie. Ils seraient d'ailleurs bien incapables de survivre dans un tel environnement. Mais alors, qu'en est-il de la vie sur un continent et un océan unique ? Comment toutes ces espèces pouvaient-elles cohabiter ? Est-ce que le climat était unique et semblable sur la totalité de la Terre émergée ? Que sait-on exactement sur ces terres anciennes ? La faune et la flore de cette époque nous paraissent bien lointaines à l'heure où nous parlons. Mais elles ne le sont pas tant que ça finalement. À l'échelle de la vie sur Terre, ces êtres vivants sont bien plus proches de nous que ce que nous pourrions croire. La Terre est née il y a plus de 4 milliards d'années et ces animaux ont vécu à peine quelques centaines de millions d'années avant nous. De nombreux événements ayant eu lieu il y a des millions d'années ont eu un impact sur le monde que nous connaissons aujourd'hui. Un phénomène qui s'est produit il y a 200 millions d'années environ et qui se poursuit aujourd'hui encore. Ce phénomène, c'est la dispersion de la Pangée. Il lui a fallu près de 200 millions d'années pour se former, jusqu'à la fin du Permien. Il faudra ensuite près de 200 millions d'années supplémentaires pour que celle-ci se fractionne et se disperse, du Trias jusqu'à aujourd'hui. Cette dispersion suit à l'heure actuelle encore son cours, avant de former un nouveau supercontinent d'ici 250 millions d'années environ. Chers voyageurs, bien le bonjour. Aujourd'hui, nous partons explorer les fonds marins afin d'en apprendre davantage sur les êtres vivants qui peuplaient cet océan unique. À quoi ressemblait la Terre à l'époque de la Pantalassa ? Qui vivait dans ce vaste océan ? Quels animaux ont laissé leurs traces sur la Pangée ? Quels paysages pouvions-nous rencontrer ? Avant de partir pour une nouvelle aventure, pense à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Es-tu prêt ? Alors prends place à bord et accroche-toi. Nous allons bientôt accoster sur la Pangée. Nous voilà au Carbonifère. Tu es sans doute un peu perdu, aussi bien dans le temps que géographiquement. Pour répondre à la première question qui te vient sans doute à l'esprit à cet instant, quand sommes-nous ? Sache que nous nous trouvons entre moins 360 et moins 300 millions d'années en arrière, durant l'une des périodes géologiques qui constituent le Paléozoïque. Le Paléozoïque, d'une durée totale de 288 millions d'années, se décompose en 6 périodes. C'est pendant le Paléozoïque que la vie connaît un nouveau tournant. Au Précambrien, elle a même commencé à se diversifier, notamment lors de ce que l'on appelle l'explosion cambrienne, il y a 541 millions d'années.
C'est aussi au cours de cette ère que la vie sort de l'eau et part à la conquête de la terre ferme. C'est à la fin du Paléozoïque qu'a eu lieu la plus grande extinction de masse connue à ce jour, qui a vu la disparition de 95% des espèces marines et de 70% des vertébrés terrestres. Mais c'est aussi durant une partie du Paléozoïque qu'a débuté la formation de la Pangée et de l'océan Panthalassa. C'est donc ici que commence notre incroyable voyage. Pour te situer plus précisément, tu dois connaître les grands repères que constitue l'échelle stratigraphique de notre planète. Elle débute dès les premiers instants de sa formation, il y a environ 4,5 milliards d'années, et suit son cours jusqu'à notre époque actuelle. Le Paléozoïque est composé de 6 périodes: le Cambrien, l'Ordovicien, le Silurien, le Dévonien, le Carbonifère et enfin le Permien. Le Carbonifère se situe donc juste après le Dévonien et juste avant le Permien. Notre voyage va donc commencer ici, durant cette période charnière de notre histoire, il y a 359 millions d'années. À ce moment-là, 2 supercontinents, Protogondwana et Laurasia, vont entrer en collision. Cet événement va changer le cours de l'histoire de la Terre, modeler ses paysages, impacter la vie sur le continent, mais aussi dans les eaux marines. Avant d'évoquer à proprement parler la collision de ces supercontinents, ce serait intéressant d'en apprendre davantage sur les 2 continents à l'origine de la Pangée. Tu ne crois pas ? Le Protogondwana est né de la fracturation de la Rodinia, il y a 750 millions d'années environ. Cette fracture donnera alors naissance au Gondwana oriental et au Gondwana occidental. Quelques millions d'années plus tard, il y a 600 millions d'années environ, ces 2 continents entrent en collision. Ils prennent en tenaille le craton du Congo. Cette collision entraîne une nouvelle formation continentale et la formation des montagnes panafricaines. Cette formation montagneuse et les mécanismes géologiques à l'origine de ces formations sont appelés orogénèse. Petit à petit, des terranes, c'est-à-dire des morceaux, des fragments de continents, se détachent du Gondwana qui se situait vers le pôle sud. Ces blocs dérivent vers le nord. Le Laurussia, appelé aussi le continent des vieux grès rouges, est un supercontinent qui s'est formé durant le Silurien, lorsque les continents de Laurentia, de Baltica et d'Avalonia sont entrés en collision. De tels phénomènes ont inévitablement eu un impact sur le visage de la Terre et sur l'évolution du vivant. Cette nouvelle collision est synonyme d'une nouvelle orogénèse, l'orogénèse calédonienne. Maintenant que tu as suivi leur naissance, tu es prêt à assister à leur collision. La collision de 2 supercontinents. Tout débute avec eux. Comme tu peux le voir, le Protogondwana dérive lentement vers le nord et amorce sa collision avec le supercontinent Laurussia. Ce phénomène dure des millions d'années et est encore actif aujourd'hui grâce à la tectonique des plaques. Dès lors, de nombreux phénomènes s'enchaînent. L'océan centralien se ferme, la chaîne de montagnes hercyniennes s'élève,
l'océan Ouralien se ferme à son tour. Puis, c'est à la chaîne Oural de sortir de terre. Durant cette transformation terrestre, notre planète est loin d'être azoïque. Des êtres vivants ont assisté aux prémices de la formation de la Pangée à la fin du Carbonifère. La Terre était déjà végétalisée, le sol terrestre conquis par quelques espèces et l'océan pullulé de vie. La Pangée n'est encore qu'au tout début de sa formation, mais cette lente progression entraîne déjà des conséquences sur la vie. Je te vois admiratif devant le panorama du Carbonifère qui défile sous tes yeux. Tu as sans doute quelques interrogations sur ce paysage et tu aimerais en apprendre davantage. Nous allons traverser quelques-uns de ces sites afin de découvrir qui s'y cache. Viens, suis-moi. À ce moment-là, à la fin du Carbonifère, la végétation commençait déjà à être abondante. On retrouvait plusieurs spécimens de la famille des Phylicophytes, des fougères et des arbres de différentes tailles. C'est également l'explosion des plantes à graines et des conifères. C'est ce paysage que tu as sous les yeux, qui, une fois fossilisé, bien des années plus tard, donnera naissance au gisement de houille. La houille est une roche carbonée sédimentaire qui correspond à une qualité spécifique de charbon. De couleur noirâtre, elle provient de la carbonisation d'organismes végétaux. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'on appellera cette période Carbonifère. Ces larges dépôts de charbon sont dus à l'apparition d'arbres à écorce, et en particulier de ceux à écorce ligneuse, mais aussi à l'extension de vastes marécages et forêts en Amérique du Nord et en Eurasie. La formation de ces marécages a sans doute été favorisée par un niveau des mers très bas. On peut voir ici de grands arbres, notamment les lépidodendrons, hauts de 40 mètres, qui font partie de la famille des lycophytes arborescentes, des calamites, d'une hauteur de 10 mètres environ, qui ressemblent beaucoup aux prêles que nous connaissons aujourd'hui. Des sigillaria, des neuroptéris, et bien sûr, des fougères arborescentes, comme les sphénoptéris. À quelques mètres, un autre arbre de grande taille occupe largement l'espace. Il s'agit d'un glossoptéridale. Il fait partie des plantes à feuilles caduques. Il pouvait atteindre 30 mètres de haut. Cet arbre nous a appris beaucoup sur le climat de l'époque. En effet, le bois de son tronc et de ses branches présente des cernes, ce qui laisse à penser que le climat présentait à l'époque des saisons tranchées. L'appareil reproducteur de l'arbre, l'espèce de fruit que tu peux voir en bout de branche, est appelé Dictyopteridium chez cette espèce. Il ressemble un peu à une gousse de pois entr'ouverte. À l'intérieur, cette feuille en forme de gousse abrite les ovules de la plante. Pour que l'opération fonctionne et donne naissance à un nouvel arbre, il va falloir que le grain de pollen, le microsporange qui se trouve au bord des feuilles fertiles mâles dans ces petites grappes, parvienne à trouver le chemin des ovules. On appelle l'appareil reproducteur mâle Erythmonia. Un peu plus loin, tu peux apercevoir un groupe frère des conifères que l'on pourrait qualifier de conifères primitifs ou conifères archaïques. Ce sont des cordettes longadus. Les feuilles de cordétales ressemblent à de longs rubans,
avec des nervures parallèles qui peuvent occasionnellement se dichotomiser, c'est-à-dire se subdiviser en deux. Il y a également toute la famille des ptéridospermales en abondance ici et là, constituée de ce que l'on appelle les fougères à graines. Sphenopteris, que nous avons aperçu tout à l'heure, fait partie de ce groupe. La fronde de ce type de fougère pouvait atteindre près de 50 cm de long. Toute cette végétation, tu l'imagines, abritait bien des espèces animales. Pour le moment, elles sont restées assez discrètes. Mais crois-moi, au vu de la taille de certaines d'entre elles, on ne risque pas de les manquer. Viens, suis-moi. Nous allons revenir un peu sur nos pas et nous approcher un peu plus près de ce plan d'eau marécageux. C'est le moment idéal pour évoquer la sortie des eaux. Cet événement a duré des millions d'années et a commencé juste avant le début du Carbonifère, vers la fin du Dévonien. Cette adaptation progressive pour la faune d'un milieu aquatique vers le milieu terrestre est une étape clé pour le vivant. Apparu au Dévonien, le poisson stégocéphale Ichthyosega est un élément important de l'évolution. Il est le chaînon manquant qui fait le lien entre les poissons crossoptérygiens et les amphibiens. Son corps est bien plus adapté pour lutter contre la pesanteur, car sur Terre, tout change. L'eau ne joue plus le rôle de portance. La musculature, mais également l'ossature, sont renforcées. Cela permet à ces animaux de se déplacer plus facilement, sans dépenser une énergie considérable pour y parvenir. Mais ce ne sont pas les seuls critères qui ont évolué. Contrairement à Elginerpeton panchetti ou Obruchephichtis gracilis, tous deux des stégocéphales également, Ichthyostega s'est bien plus adapté à la vie sur Terre. C'est un tétrapodomorphe, un tétrapode primitif en quelque sorte. On peut voir ses 4 membres distinctement. Les scientifiques supposent que sa queue lui servait à nager. Ses pattes, les antérieures principalement, auraient pu quant à elles servir sur Terre. Nous avons là l'un des premiers spécimens vertébrés à s'être aventurés sur le sol terrestre. Selon les dernières investigations, il se serait déplacé comme le font les pinnipèdes, les otaries ou les phoques par exemple. Ce que tu ne peux pas voir cependant, c'est sa manière de respirer. Il a des poumons, mais il utilise également des branchies pour évacuer le dioxyde de carbone. Son système respiratoire est donc un parfait entre-deux, mi-aquatique et mi-terrestre. Grâce à ces nouvelles capacités, ces amphibiens primitifs peuvent convoiter de nouveaux territoires, notamment les zones humides. Les étendues d'eau servent principalement de zones de reproduction, mais ne constituent plus leur milieu de vie en dehors de la saison des amours. Au fil des millions d'années, profitant d'une nature abondante et d'une végétation luxuriante, les animaux ont largement pu s'entendre, se développer et se multiplier. Insectes ailés, mille-pattes, araignées, scorpions, amphibiens et reptiles vivent parmi les prêles, les fougères géantes et les premiers conifères. La forêt du Carbonifère grouille de vie. Malgré tout, aussi paradoxal que cela puisse paraître, très peu de ces vertébrés et invertébrés ne sont végétariens. Eh oui,
Ce régime alimentaire n'est pas encore au menu des espèces qui peuplent à cette époque le sol terrestre. Autant te prévenir tout de suite, c'est loin d'être leur seule particularité. Le Carbonifère, c'est l'ère des géants. En effet, c'est l'un des autres faits importants à noter durant cette période. Si les terres du Jurassique et du Crétacé sont connues pour être des terres de géants ayant abrité des dinosaures colossaux, le Carbonifère a lui aussi quelques spécimens aux dimensions extraordinaires à son actif. Regarde un peu la taille imposante de ces insectes primitifs. Ici, c'est un Sténodictya, un insecte volant primitif de 9 cm environ. Un autre membre de la famille des paléodictyoptères est Dunbarria fascipenis. Comme tu peux le voir, les cerques, les appendices situés sur le segment arrière de l'animal, sont également très longs par rapport au reste du corps. Ils sont parfois 2 fois plus longs que la longueur de l'abdomen. Chez notre Dumbaria, ces appendices étaient sans doute des organes sensoriels. Mais pour certains, ils sont également une arme de pincement ou encore un organe de reproduction. Même si ce spécimen est d'une taille plutôt généreuse, il est bien loin d'atteindre les mensurations de la libellule géante, Meganera monii, et ses 70 cm d'envergure. Si elle en impose par sa taille, elle ne pèse pas bien lourd au vu de la largeur de ses ailes, à peine 150 grammes. Comme tu peux le voir, elle apprécie les milieux humides. Elle vit à proximité des rivières et des plans d'eau, comme cette vaste étendue marécageuse. Meganera est une super prédatrice. Elle chasse en vol et peut effectuer quelques prouesses grâce à ses ailes efficaces et parfaites pour assurer des changements de direction rapides. De plus, elle a une vision de près de 360 degrés. Aucune proie n'échappe à sa vue perçante. Enfin, elle est également dotée de pattes solides et épineuses. Cet atout lui permet de saisir ses proies avec une grande aisance. Cette libellule n'est pas la seule à arborer des dimensions vertigineuses pour des insectes. Les 1000 pattes du Carbonifère sont également très impressionnants. Ici, c'est un acantherpeste. Il mesure environ 50 cm. 50 cm de long. C'est déjà impressionnant pour un animal de ce genre, tout du moins d'après l'image actuelle que nous en avons. Pourtant, Arthropleura bat largement ses records, avec une longueur de près de 1,5 m. Cette Arthropleura armata peut même atteindre 2,5 m pour un poids de 50 kg environ. Il fait partie des plus grands invertébrés terrestres jamais découverts. Heureusement pour nous, l'animal est herbivore. Mais cela n'empêche pas son charisme impressionnant. Son corps aplati était constitué de 30 segments articulés. Chacun d'entre eux était recouvert de 2 plaques latérales, mais également d'une plaque centrale. Une autre espèce, tout aussi impressionnante par sa taille, est Megarachne cervinei. Celle-ci fait partie de la famille des Eurypterides, des animaux pour la plupart aquatiques, que l'on surnommait scorpions de mer. Mais ce spécimen est un peu particulier. Il fait partie des rares espèces d'Eurypterides terrestres. Megarachne cervinei ressemble à une araignée. Cet arachnide primitif est assez imposant. Elle fait la taille d'un visage humain.
De quoi surprendre et effrayer celles et ceux qui ne tiennent pas ces petites bêtes en amis. Le corps mesure 34 cm de long, avec une distance entre les pattes supérieures pouvant aller jusqu'à 60 cm environ. Si tous ces êtres sont des géants, c'est parce que le milieu dans lequel ils vivent se prête à leur croissance vertigineuse. Pendant le Carbonifère, d'impressionnantes forêts humides couvraient la planète, emprisonnant le carbone et entraînant une teneur en oxygène énorme dans l'atmosphère. Comme les araignées et les insectes ont besoin de beaucoup d'oxygène pour grandir, les conditions étaient idéales pour eux. Le gigantisme du Carbonifère affiché par les arthropodes, ces animaux aux pieds articulés et au corps segmenté comme le mille-pattes géant, Arthropleura, la libellule géante, Méganeura, mais aussi les amphibiens s'expliqueraient donc par un fort taux de dioxygène contenu dans l'air. Il était à l'époque proche de 35% au lieu de 21% actuellement. Mais ce n'est pas la seule raison. Il se pourrait aussi que la quasi-absence de prédateurs et une nourriture abondante aient favorisé leur croissance vertigineuse. Ces insectes et araignées géantes n'avaient que très peu d'ennemis. Ils se trouvaient pour la plupart au sommet de leur chaîne alimentaire. Mais le gigantisme ne touchait pas que ces animaux. Les amphibiens ont eux aussi leur catégorie poids lourd. Tant que nous cheminons encore au Carbonifère, je tiens à te présenter les premiers amphibiens tétrapodes. L'environnement humide et chaud, ajouté à la grande disponibilité de l'oxygène atmosphérique, a contribué au développement d'un grand nombre de ces espèces. Voici l'un d'entre eux. Il nous attend patiemment au bord de ce plan d'eau. Il est sans doute investi dans une partie de chasse. N'approchons pas trop, au risque de lui faire perdre son repas. Voici un actinodon. Comme tu peux le voir, il a l'apparence d'un crocodile. Il a une tête triangulaire composée d'os sculptés et soudés entre eux, comme les crocodiles actuels. Malgré tout, il fait bel et bien partie de la classe des amphibiens et de la famille des ériopoïdes. Il a un préfrontal plus long et une extrémité en forme de pointe. Si sa tête paraît assez volumineuse, ce n'est pas le cas de ses yeux et de ses narines, qui forment de simples petites ouvertures sur la face. Il a une forme assez trapue et plate et mesure en moyenne 80 cm. Si l'on se rapproche un petit peu, tu pourras alors apercevoir sa dentition. Il est en effet carnivore et doté de dents pointues qui lui permettent de saisir ses proies. Un autre animal assez semblable à celui-ci fait quant à lui partie du groupe des stégocéphales. Il s'agit du Péderpès. C'est, si l'on peut dire, un amphibien au sens large, mais il ne fait pas véritablement partie du groupe des amphibiens modernes selon la taxonomie cladistique. Il inhale avec une action musculaire de l'air, contrairement aux amphibiens qui pompent l'air dans les poumons à l'aide de leur poche de gorge. Comme une grande partie des premiers amphibiens à apparaître durant le Carbonifère, il avait une configuration corporelle assez similaire à celle des salamandres actuelles. Une chose est sûre, c'est un tétrapode. C'est un animal vertébré et il est constitué d'un squelette avec 2 paires de membres et une respiration pulmonaire.
Les tétrapodes ont évolué à partir des tétrapodomorphes qui, eux, descendent des poissons à nageoires lobées. C'est sans doute pour cette raison qu'il a l'apparence d'un demi-poisson. Sans les pattes, on pourrait d'ailleurs s'y méprendre. Ses pattes confirment que ce n'en est pas un. Les pieds sont tournés vers l'avant. Il est donc parfaitement adapté à la vie terrestre. Cela ne l'empêche pas pour autant de chasser dans l'eau et de se mouvoir facilement dans un milieu aquatique. Son ouïe serait d'ailleurs plus développée dans l'eau que sur terre. Il utilisait sans doute cette faculté pour chasser. Voilà ce que nous pouvons retenir pour les animaux terrestres du Carbonifère. Mais qu'en est-il des animaux aquatiques ? Quels sont les animaux qui peuplent les océans aux prémices de la Panthalassa ? Là aussi, nous pouvons dire que la faune et la flore se développent, se diversifient et deviennent de plus en plus riches de part et d'autre de cette vaste étendue d'eau salée. La nature est très récente sur Terre au Carbonifère, mais elle s'est installée depuis longtemps déjà dans l'océan. La nature est luxuriante dans ses fonds marins et plusieurs espèces se sont largement développées. Depuis des millions d'années, les coraux se sont étendus et diversifiés. Ils sont parvenus à constituer d'importants récifs, notamment dans les eaux chaudes. Non loin de ces coraux constituant un habitat naturel idéal, des animaux y ont élu domicile. Certains d'entre eux, grâce à leurs pédoncules, sont parvenus à s'accrocher fermement au sol. Ici, tu peux voir des blastoïdes jaunes, des Orophocrinus, mais aussi des crinoïdes rouges. Ils font tous les deux partie de la famille des échinodermes. Cette famille, tu la connais déjà, car tu as sûrement rencontré quelques-uns de leurs membres sans même le savoir. Les échinodermes, c'est la famille des oursins, ou bien encore des étoiles de mer, par exemple. Ces animaux sont dotés d'un squelette interne formé de cristaux de calcite. Ces cristaux calcites peuvent s'organiser en réseaux légers, mais résistants dans les tissus de l'animal ou bien, comme chez les oursins par exemple, en plaques calcaires formant une carapace recouverte d'une fine couche de cellules. Bercés par les courants marins, nos crinoïdes et nos blastoïdes sculptent le récif et offrent aux côtés des coraux un environnement privilégié pour des espèces variées. Tu peux rencontrer de nombreux mollusques de toutes sortes et de toutes tailles. Les céphalopodes sont largement représentés durant cette période. Voici l'un d'entre eux, une goniatite. On retrouve aujourd'hui de nombreux fossiles de ces animaux, notamment dans le gisement d'Erfoud, au Maroc. Les goniatites possèdent une coquille un peu particulière. Les chambres sont séparées par des structures en zigzag. Tu te demandes sans doute à quoi pouvaient bien servir toutes ces chambres. Tu es curieux. Ta question est intéressante et je suis ravi que tu la poses. La plus grande des chambres était le lieu de vie de l'animal. Les autres, plus petites, étaient remplies de gaz. Ces chambres jouaient un rôle hydrostatique. Il existe 3 principaux types de squelettes. L'endosquelette, c'est le cas chez l'humain. L'exosquelette, lorsque celui-ci se trouve en dehors du corps de l'animal, et l'hydrosquelette. Le squelette est alors composé de cavités pleines de fluide, qui peut être sous forme de gaz, comme c'est le cas ici pour le goniatite.
Ces cavités sont entourées de muscles. La pression du fluide et l'action des muscles qui l'entourent vont modifier la forme du corps et produire un mouvement. Il peut nager ou bien encore creuser. Les goniatites possédaient 2 yeux bien développés et des tentacules, mais leur coquille, enroulée sur un seul plan, même si c'est très esthétique, ne devait pas être un atout pour la nage. Tant que nous sommes dans les découvertes biologiques, profitons-en pour revoir un animal qui fait partie du genre stégocéphale. Il s'agit du Ichthyostega. Cette espèce est de grande taille, environ 1,5 m de long, s'apparentant un peu à un poisson ou à une salamandre. Son squelette est un peu particulier, surtout la partie des os qui relie les épaules et les hanches à la colonne vertébrale. La ceinture scapulaire et la ceinture pelvienne semblent en effet suffisamment robustes pour permettre un déplacement et un mode de vie terrestre. Pour la forme, il ressemble, comme nous le disions, à un poisson. Tu peux même apercevoir, si tu t'approches suffisamment près, qu'il a une queue qui lui permet de nager facilement et des nageoires qui l'aident à se diriger. De véritables poissons, l'océan n'en manque pas. Que dirais-tu d'en apercevoir quelques-uns ? Commençons par l'un des plus anciens poissons que nous connaissons, l'Arandaspis. Bien qu'il soit apparu à l'époque de l'Ordovicien, il a une place importante à l'époque du Carbonifère. Il n'a pas de mâchoire, mais il est entouré par une carapace. C'était donc probablement un filtreur. Il a un corps profilé et mesure 15 cm environ. Si tu observes bien ce poisson, tu comprendras alors qu'il n'a pas de nageoire. Pour se déplacer dans l'eau, il devait donc utiliser la propulsion. C'est sa queue aplatie et verticale qui devait jouer ce rôle. Il se déplace un peu à la manière d'un tétard. Celui-ci, le Sténoptéron, apparu au Dévonien, vivait aussi bien dans les eaux douces que dans les eaux salées. Contrairement à notre Arandaspis, le Sténoptéron était quant à lui équipé de nageoires très efficaces. Sa nageoire postérieure lui permettait d'ailleurs de réaliser des élans rapides. Cette capacité était utile pour la fuite, mais également pour la chasse, car, au vu de sa mâchoire, nous avons bel et bien affaire à un prédateur. Climacius, apparu également au Dévonien, fait partie de la famille des requins épineux. Il vivait probablement en banc. Climacius était un nageur actif, doté d'une puissante nageoire caudale et de nageoires stabilisatrices. Il se nourrissait d'autres poissons, mais aussi de crustacés à l'occasion. Sa mâchoire inférieure était emplie de dents acérées qui, comme chez nos requins actuels, se renouvellent automatiquement quand elles étaient usées. Sa mâchoire supérieure est quant à elle totalement dépourvue de dents. Mais cela ne l'empêche pas de se nourrir. Si ce poisson est un bon chasseur, il doit malgré tout surveiller ses arrières. En effet, sur terre comme en mer, le danger rôde en permanence. Cette fois, c'est un prédateur redoutable, le requin enclume Stetacanthus, qui se trouve à quelques mètres seulement de ce banc de poissons. C'est l'un des tout premiers poissons cartilagineux ayant vécu sur notre planète.
Lui aussi s'est parfaitement acclimaté aux eaux salées comme aux eaux plus douces. Les Stetacanthus peuvent mesurer entre 70 cm et 2 mètres. L'une de ses spécificités, ce sont ses denticules dermiques. Elles lui servaient peut-être de défense contre les prédateurs qui auraient eu l'idée folle de s'attaquer à un tel mastodonte des mers. Il constituait une véritable menace pour les poissons, mais aussi pour les requins plus petits. On le surnomme requin enclume à cause de sa nageoire dorsale qui arbore une forme de brosse. C'est la seconde spécificité de l'animal. Mais elle ne serait présente que chez les mâles. Les scientifiques songent alors que cette nageoire en forme d'enclume ou de fer à repasser pourrait avoir un lien avec la reproduction. En parlant de reproduction, il y a un autre phénomène marquant qui a eu lieu au Carbonifère et dont nous devons absolument parler. L'apparition de l'œuf amniotique. C'est en étudiant la période du Carbonifère que les scientifiques commencent à identifier la présence de l'œuf amniotique. Lors de leurs recherches et de leurs analyses, ils parviennent à mettre en lumière la présence d'un sac amniotique, c'est-à-dire un sac avec un liquide qui protège l'embryon ou le fœtus. C'est un événement extraordinaire dans le monde du vivant. Ce phénomène est une petite révolution dans l'univers de l'évolution biologique. Tu vas comprendre pourquoi. Quelques êtres vivants commencent à sortir de l'eau et à vouloir s'installer sur la terre ferme. Mais on ne passe pas d'un milieu aquatique à un milieu terrestre en un claquement de doigts. Il y a bien des étapes à franchir et des grandes évolutions à conquérir. L'œuf amniotique en fait justement partie. Pourquoi, à ton avis? Comment le sac amniotique peut-il aider les animaux à survivre sur Terre? Eh bien, vois-tu, dans un monde aquatique, l'eau forme en quelque sorte une barrière protectrice contre les chocs. Mais sur Terre, plus rien ne protégerait le futur petit à naître. Le fœtus ou l'embryon serait à la merci du moindre choc, de la moindre collision. Même minime, elle pourrait être fatale. Le petit sac amniotique, constitué d'une membrane et d'un liquide que l'on appelle l'amnios, protège l'embryon des chocs et de la dessiccation. Il se développe dans ce milieu aqueux indispensable à sa survie, le liquide amniotique. La future génération se développe au chaud et confortablement installée dans une coquille, protégée des agressions extérieures. Nous approchons de la fin du Carbonifère. Les animaux que nous venons de rencontrer ont sans doute été les témoins des prémices de la formation de la Pangée. Ce fut le début de la collision entre Gondwana et Laurentia baltica, deux grandes masses continentales. La collision a d'abord eu lieu au niveau des maritimes côté Laurentia et du Maroc côté Gondwana. Le dernier soubresaut se situe aux Appalaches. Plus à l'ouest, on notait encore la présence d'un bout d'océan. Cet événement nous amène à la prochaine étape de notre voyage, le Permien. Nous y voilà, la Pangée, terre unique, et la Panthalassa à perte de vue sur l'horizon. Cette fois, la jonction entre l'Euramérique, l'Asie et le Gondwana prend véritablement forme. Elle donne naissance au cours du Permien à ce supercontinent que nous attendions tant de rencontrer. Exception faite d'une partie de l'Asie du Sud-Est, ces terres se sont regroupées en un seul supercontinent, la Pangée.
Celle-ci s'étendait de l'équateur au pôle et était entourée d'un océan unique, la Pantalassa ou mer universelle. À partir du Permien supérieur, elle ne sera plus tout à fait seule, puisqu'un autre océan s'ouvre d'est en ouest, à travers la Pangée, la Thétis. Tu imagines bien que de tels changements géographiques, de tels chamboulements géologiques et une activité terrestre si importante ont entraîné des répercussions sur la vie sur Terre. La Pangée est soumise à de grandes variations de température et de précipitations selon les saisons et le moment de la journée. Au centre de la Pangée, par exemple, la température pouvait passer de 0 à 40 degrés au cours d'une même journée. Pour de nombreuses espèces, ces conditions changeantes sont difficiles à supporter. Selon les scientifiques, certaines d'entre elles ont évolué afin de s'adapter à ce climat difficile. Des animaux sont dotés d'une sorte de voile, sans doute thermorégulatrice, qui leur permettait de capter la chaleur du soleil pendant la matinée et de l'évacuer pendant la journée. La plus grande partie de la Pangée, au centre, connaît des conditions arides, avec des températures élevées et peu de précipitations. Mais dans les régions polaires, on retrouve encore un glacier qui perdure depuis le Carbonifère. Depuis la collision et cette nouvelle formation terrestre, tu peux voir que le paysage a évolué. Les reliefs tout d'abord. Les Appalaches notamment, ainsi que l'Oural et les Alpes autrichiennes sont plus élevés. Cette ère a également été marquée par l'avancée de la mer sur les terres. Le niveau de la mer est assez bas pendant tout le Permien. C'est aussi le début de l'invasion de la mer Triasique. La chaîne hercynienne, quant à elle, commence à s'éroder sous l'effet des éléments, et les importants volcans du Massif central cessent leur activité. Effet domino, tous ces chamboulements géologiques ont un impact inévitable sur les êtres vivants, et en particulier les animaux terrestres. Le climat, comme nous avons pu le voir, a été impacté par ces nombreux changements. L'activité terrestre est sans doute à l'origine de ce bouleversement climatique. Durant le Permien, le climat est beaucoup plus sec et plus chaud. Du moins sur une partie du globe, car comme nous venons de le voir, la précédente période glaciaire persiste encore dans l'hémisphère sud. Ces variations de climat et de température ont modifié la nature des plantes que l'on retrouvait jusqu'alors. Des plantes en abondance jusqu'ici vont subir de plein fouet la sécheresse et la dureté de ce nouveau climat. C'est le cas notamment des lycopodes géants ou encore des grandes prêles. Les fougères à graines, plus petites, remplacent les grands modèles. C'est également le grand accroissement des conifères. Le changement n'est pas radical, bien sûr. Il prend forme petit à petit au fil du temps. La végétation est au début du Permien assez semblable à celle du Carbonifère. On retrouve par exemple des lépidodendrons et des sigillaires. Mais ensuite, elle est progressivement remplacée par les conifères comme les Walchia dans l'hémisphère nord ou bien les glossoptéridales que nous avons pu observer un peu plus tôt durant notre voyage. Côté faune, le Permien est tout en paradoxe.
il est tout autant synonyme de développement de vie sur Terre que d'extinction de masse. En effet, beaucoup d'espèces vont faire leur entrée sur scène, mais un grand nombre d'entre elles vont également s'éteindre, dû aux nouvelles contraintes environnementales. Mais il ne faut pas noircir le tableau pour autant. S'il est vrai que le Permien est synonyme de fin pour beaucoup d'animaux, il est aussi synonyme de vie et d'évolution. Allons découvrir une espèce emblématique de cette période, le Dimétrodon. Il existe plusieurs espèces au sein de cette famille de taille variable. Pour te donner un ordre de grandeur, plus de 3 mètres les séparent l'une de l'autre. La plus petite mesure environ 60 cm de long. Il s'agit du Dimétrodon teutonis. Mais c'est au plus grand que nous allons nous intéresser ici, le Dimétrodon angelensis. Il mesure en effet près de 4 mètres. Sa caractéristique principale est la voie formée d'épines neurales allongées. Elle forme un prolongement des vertèbres. La voile est également constituée de tissus mous, sans doute alimentés par des vaisseaux sanguins. Cette particularité de ce Dimétrodon lui aurait permis de supporter les variations de température de certaines zones géographiques au cours du Permien. Souviens-toi que, au cours d'une même journée, notamment dans les régions arides du centre de la Pangée, les températures pouvaient passer d'un extrême à l'autre, de 0 à près de 40 degrés Celsius en quelques heures seulement. Il devait donc parvenir à évacuer la chaleur de son corps pour survivre. D'autres groupes d'animaux se développent progressivement sur Terre. Le Permien est notamment marqué par la présence de reptiles. L'œuf que nous avons évoqué tout à l'heure, mais aussi les écailles et autres nouvelles capacités physiologiques leur ont permis, grâce à l'évolution biologique, de progressivement se faire une place sur le sol terrestre. On retrouve beaucoup de synapsides, anciennement appelés reptiles mammaliens, des anapsides, des paréosaures, ainsi que des pélicosaures, ces fameux animaux dotés de voiles thermorégulatrices que nous avons évoqués tout à l'heure. Les synapsides sont les espèces dominantes du Permien. Voici le premier d'entre eux. Un Licenops ornatus. Son nom signifie face de loup. Il mesure environ 1 mètre et pèse une quinzaine de kilos. Son crâne est plutôt long et mince. On peut voir au niveau de sa gueule des crocs assez similaires à celles des canidés. Il se situe au niveau de la mâchoire inférieure et supérieure. Il a également des canines pointues et tranchantes, idéales pour planter la proie et déchirer la chair. Un autre synapsidé vivait également au Permien. Il s'appelle Inostrancevia alexandri. C'est un carnivore lui aussi. Son squelette est très robuste, son crâne large et épais, et sa dentition très avancée, avec des canines plus longues que les autres dents. Elle pouvait atteindre 15 cm de long. De plus, l'angle d'ouverture de sa mâchoire est particulièrement grand. Il pouvait saisir ses proies avec facilité et infliger des morsures fatales. Sur ce rocher, c'est Tedaphosaurus boanerges, lui aussi un membre de la classe des synapsides. Contrairement aux deux autres, il est doté d'une voile dorsale. Il mesure entre 50 cm et 3 mètres pour les spécimens les plus grands.
Sa voile lui permet de réguler sa température. Il absorbe et évacue la chaleur en fonction de ses besoins. Il est herbivore et c'est également un tétrapode. Cela signifie qu'il a 2 paires de membres et que sa respiration est pulmonaire. Le groupe dinocéphale a quant à lui un crâne bien plus épais et massif. Le groupe des dinocéphales était également largement présent au cours du Permien. Ces animaux revêtent des formes et des tailles variables. Ils peuvent également avoir des régimes très différents. Certains sont carnivores ou omnivores, tandis que d'autres sont herbivores. Le dinocéphale Tapinocéphalus, tout comme l'Ulemosaurus, fait partie de ces gros herbivores. Il pèse jusqu'à 2 tonnes et mesure environ 4,5 mètres de long. Jusqu'ici, nous avons toujours évoqué des espèces carnivores. Ce diencéphale est notre tout premier animal à adopter un nouveau régime alimentaire dans l'histoire du vivant. Il est l'un des premiers grands herbivores. Malgré son corps massif, il était la proie privilégiée du dinocéphale Titanophoneus. Pour te donner une petite idée de ses capacités de prédation, son nom signifie en grec ancien « tueur titanesque ». Il mesure 3 mètres de long. Sa tête à elle seule mesure plus de 80 cm. L'un des dinocéphales omnivores du Permien était Estemenosuchus uralensis. Son nom signifie « crocodile à couronne ». Il est très impressionnant. Son crâne est doté de protubérances crâniennes. Ce sont des sortes de cornes qui se situent sur le front. Si l'animal peut mesurer facilement 4 mètres de long, son crâne reste très imposant proportionnellement au reste du corps. Il dépasse les 68 cm de long. Le Permien se caractérise également par la présence de nombreux reptiles qui se sont parfaitement acclimatés à la vie sur le continent. On retrouve Aphelosaurus lutevensis, un reptile de moins de 1 mètre de long. Un autre du genre, bien plus massif, est le Scutosaurus. Son nom signifie « lézard bouclier ». Contrairement à de nombreux reptiles, il tenait ses pattes sous son corps. Cette particularité lui permettait de supporter son poids imposant, car il pesait près d'1 tonne et mesurait entre 2,5 mètres et 3 mètres de long. Un autre spécimen que j'aimerais te présenter est le Eudybamus. Il est bien plus petit que le Scutosaurus, n'est-ce pas? Il mesure 25 cm de long à peine. Mais il mérite largement que nous nous arrêtions quelques instants pour l'observer d'un peu plus près. Je tenais à te faire découvrir ce petit lézard, car contrairement à tous les vertébrés que nous avons pu rencontrer jusqu'ici, celui-ci a adopté une démarche tout à fait particulière. Comme tu peux le voir, il marche sur ses 2 pattes arrière. C'est sans doute le tout premier vertébré bipède de l'histoire de notre planète. Profitons de notre petite escapade au bord de ce plan d'eau pour te parler à nouveau des amphibiens. Leur apparence est très singulière et ils sont finalement assez différents les uns des autres, malgré le fait qu'ils appartiennent à la même classe. Le premier est un Platystrix. Il a un corps assez compact, des pattes courtes et une queue. Ce qui le différencie des autres, c'est sa voile dorsale.
Comme quelques synapsides, il est doté de cette voile dorsale qui lui donne l'apparence d'un porc-épic. Sur son dos et le long de sa queue, tu peux également voir qu'il a des plaques dures et épaisses. C'était sans doute un moyen de défense contre les prédateurs. Le second amphibien que j'aimerais te présenter est un Nereops megacephalus. C'est un animal assez imposant lui aussi, avec ses 2 mètres de long et ses 200 kilos. Il s'apparente à un croisement entre une grenouille et un crocodile, ou à une énorme salamandre. On peut nettement voir ses 4 membres et sa longue queue. Il est doté de dents recourbées, comme chez les grenouilles, ce qui fait de lui un carnivore. Il a également 3 paires de crocs recourbés vers l'arrière. Cela nous donne un indice sur sa manière de chasser. Il piège ses proies et les avale. Chacune de ses projections osseuses pointant vers l'arrière pousse toujours un peu plus son repas dans le fond de sa gorge. Sa dentition lui permet de saisir avec facilité des proies, même glissantes. Voici maintenant Diplocolus. C'est un amphibien lépospondyle qui pouvait atteindre 1 mètre de long. On connaît des individus de taille variée. Il est reconnaissable à travers son crâne en forme de boomerang. On ne sait pas véritablement à quoi servait cette protubérance au niveau de sa tête. Les scientifiques ont émis plusieurs hypothèses sur le sujet. La première, c'est que ses petits membres et sa queue assez courte ne devaient pas lui permettre d'être un très bon nageur. Son crâne pouvait peut-être lui servir de voile sous-marine pour s'appuyer sur les courants marins et remonter à la surface, ou à l'inverse, se laisser gentiment retomber dans le fond. La seconde hypothèse est plutôt axée sur la défense. En effet, étant donné sa forme, le Diplocolus serait un animal assez difficile à avaler. La dernière théorie évoque cette fois une fonction de camouflage, en quelque sorte. La large peau souple qui tapisse la partie osseuse en forme de boomerang était peut-être très ressemblante au niveau des couleurs au fond marin de son habitat. L'amphibien pouvait alors se tapir au sol et attendre patiemment le passage d'une proie. Profitons de notre immersion dans l'eau pour partir piquer une tête dans la Pantalassa. Qu'en dis-tu ? L'air est sec et la chaleur difficilement supportable. L'eau nous permettra de nous rafraîchir. Et puis, qui sait, nous pourrions rencontrer de nouvelles espèces. Nous voilà dans le vaste océan. Comme tu peux le constater, les récifs ont beaucoup évolué. Ils sont plus imposants, plus riches, et les espèces qui y vivent bien plus variées. On retrouve les coraux bien sûr, qu'ils soient coloniaux ou solitaires. Mais ils ne sont plus les seuls bâtisseurs expérimentés à modeler l'architecture de ces précieux récifs. Les éponges ont permis d'étendre largement cet abri pour une infinité d'espèces. Regarde cette éponge. Elle mesure facilement plus de 2 mètres. C'est une Gigantospongia, une éponge jaune. Les brachiopodes apprécient également ce coin de l'océan. C'est un véritable petit paradis, où la nature abonde et où les cachettes sont nombreuses. Les récifs leur permettent de se nourrir, mais aussi de se protéger des prédateurs, les plus redoutables et les plus dangereux. Quand cela ne suffit pas, la nature redistribue les cartes de l'évolution. Ici, tu peux voir un brachiopode un peu spécial. Il s'agit d'un nautiloïde Coopéroceras.
observe avec attention la coquille. Tu remarqueras alors que celle-ci est couverte d'épines. Ce sont des animaux filtreurs, c'est-à-dire qu'ils se nourrissent d'organismes de très petite taille, comme le zooplancton et le phytoplancton, ou de particules organiques en suspension. Ils sont parfois aussi appelés des suspensivores. Ces animaux sont munis d'un système qui permet de filtrer l'eau pour ne capturer que les micro-organismes. D'autres animaux ont adopté le même régime alimentaire de filtration, notamment certains mollusques, comme les mollusques lamellibranches. Dans l'océan Panthalassa, les mollusques grouillent de vie. Les céphalopodes, les goniatites et nautiles se sont largement développés dans les environs. Ils sont de taille et de forme différentes. Mais tous ces crustacés doivent faire attention à leurs arrières. Un reptile aquatique, le Mésosaurus, est connu pour son appétit féroce. Mesurant 1 mètre environ, il a des dents longues et tranchantes. Il utilise la force de sa queue et de ses pieds pour se propulser dans l'eau. Lorsque la faim l'anime, il part en chasse. Plancton, œufs de poisson, petites larves et crustacés ne résistent pas bien longtemps à sa dentition acérée. Ce lézard aquatique a également dû croiser la route des nombreux poissons qui peuplent l'océan. Les poissons cartilagineux, les poissons osseux à nageoires rayonnées, mais aussi les poissons osseux à nageoires charnues ont envahi l'océan. Ces poissons sont sur le qui-vive. Un danger rôde. Au loin, dans leur sillage, un hélicoprion est sur leurs traces. Il s'agit d'un membre de la famille des requins. Il mesure entre 8 et 10 mètres de long. Sa mâchoire inférieure est une véritable machine à tuer avec une structure dentaire en spirale. Cette spirale mesure 30 cm de diamètre et compte pas moins de 160 dents. Chacun ici a trouvé sa place. Chaque espèce évolue et participe au grand cycle de la vie. Nous allons quitter cette mer, chahutée dans les profondeurs par la chasse et pourtant si calme en surface. Tous ces animaux que nous avons rencontrés, marins et terrestres, étaient sans doute à 1000 lieues d'imaginer ce qu'ils se préparaient. Une extinction de masse sans précédent. Les causes de cette extinction, de la disparition de milliers d'espèces, sont encore aujourd'hui très floues. Les hypothèses avancées sont multiples. La première évoque l'asphyxie des océans. Une autre privilégie une activité volcanique très forte. Une autre, enfin, parle d'une baisse importante du niveau de la mer. Selon une étude de 2019 publiée dans la revue Nature, les plantes et les végétaux auraient été les premières victimes de cette extinction. Les scientifiques ont retrouvé des traces dans plusieurs parties de la Terre d'importantes quantités de nickel diffusées dans l'atmosphère à la suite d'éruptions volcaniques en Sibérie. Cette dernière aurait alors empoisonné la vie végétale. La disparition massive des plantes aurait entraîné celle des herbivores, puis celle des carnivores. Cet événement affectant la végétation constitue l'une des 2 extinctions massives des plantes, l'autre étant, il y a 305 millions d'années, l'effondrement de la forêt tropicale du Carbonifère. L'extinction Permien-Trias a entraîné 95% des espèces marines et 75% des espèces terrestres à leur perte en moins de 4 millions d'années.
La conséquence de cette extinction de masse, à cause de l'appauvrissement en dioxygène de l'atmosphère, a permis de favoriser les espèces disposant de sacs aériens, dont les ancêtres des dinosaures. C'est ainsi que les archosaures, qui comprennent les crocodiliens, les dinosaures et les ptérosaures, ainsi que certains synapsides, comme les cynodontes, ancêtres des mammifères modernes, ont échappé à l'extinction de masse. Il est temps pour nous de quitter ce paysage de désolation et de prendre la route pour le Trias. On quitte le Paléozoïque pour faire nos premiers pas dans le Mésozoïque. La première ère qui constitue le Mésozoïque, le Trias, est aussi la dernière étape de notre voyage. En effet, l'activité de la Terre va faire à nouveau basculer l'ordre des choses. La nature est en constante évolution. Rien n'est jamais immuable. D'ici quelques millions d'années, les animaux ne pourront plus passer d'un continent à l'autre sans difficulté et les pieds au sec. La Pangée va entamer petit à petit sa lente fragmentation. Avant d'évoquer ce phénomène, nous devons nous rendre dans l'océan Pantalassa, tant qu'il est encore temps. Bientôt, le paysage maritime ne sera plus le même, ici non plus. Nous avons quitté l'océan sur un événement tragique pour tous les organismes vivants de cette époque. L'océan a beaucoup de mal à se remettre de cette extinction importante. Le Trias inférieur est marqué par une lente et difficile rediversification des espèces après la crise du Permien-Trias. Il faut dire que la quasi-totalité des espèces a été rayée de la carte. Les récifs coralliens ont beaucoup de mal à se rétablir, se renouveler et se reconstituer. C'est dans l'océan que la vie a éclos pour la toute première fois sur Terre. L'océan parviendra à renaître de ses cendres. Si les coraux ont presque disparu, certaines espèces ont survécu et reprennent maintenant peu à peu vie au fond de la mer. Les coraux hexacorallières remplacent les coraux tétracorallières. Les algues calcaires sont également de précieux architectes qui enrichissent et diversifient les jeunes récifs. Ils constituent un environnement extraordinaire pour les mollusques, comme ce joli céphalopode, une ammonite cératite semipartitus, un mollusque à coquille enroulée. D'autres espèces tentent de se faire une place dans le vaste océan. Regarde, voici un crinoïde. Les crinoïdes sont, souviens-toi, des iconodermes comme l'étoile de mer ou l'oursin. Les reptiles envahissent également le milieu marin. Placodontes, notosaures et ichthyosaures peuplent les eaux chaudes. Commençons notre parcours par la découverte de quelques placodontes, ces sauropsides marins du Trias. Ils font partie des diapsides marins, dont le corps est protégé dans une carapace formée de côtes élargies ou même fusionnées chez certaines espèces. Leurs grosses dents en forme de pavé broyaient les coquillages qu'ils arrachaient du fond de la mer. Ils pouvaient même les arracher des rochers grâce aux dents aplaties à l'avant des mâchoires. Ils sont tous de grande taille, entre 2 et 3 mètres pour la plupart. Malgré leurs dimensions, ce ne sont pas de grands carnivores à proprement parler. Ils se nourrissent principalement, comme nous le disions à l'instant, de bivalves, de brachiopodes et autres petits invertébrés. Ils ont des dents plates, plutôt grandes et saillantes, qui leur permettent de broyer facilement ces coquilles, même les plus solides.
Voici justement un placodus. Les placodontes ont des formes variables. Certains sont plutôt allongés, comme le placodus ou le paraplacodus, tandis que d'autres s'apparentent plus à une sorte de tortue, comme c'est le cas pour Psephoderma ou Plaquecolis par exemple. Ce dernier, Placochelis, est doté d'une carapace. Elle est recouverte d'une série de bosses osseuses qui lui confèrent une structure rigide et solide. C'est ce que l'on appelle une protection ostéoderme. Cette structure dans les couches dermiques de la peau est un moyen de défense contre de nombreux prédateurs. Après une timide tentative au Permien, les diapsides envahissent eux aussi le milieu marin. Le Notosaurus que nous apercevons ici en pleine chasse est également un être mixte, comme nos derniers placodontes, non pas cette fois à travers son apparence, mais à travers son milieu de vie. Il mesure 3 mètres de long. Il a de courtes pattes palmées et un cou allongé qui se termine par une tête aplatie. Les mâchoires hérissées de longues dents acérées ne laissent aucun doute sur le régime alimentaire piscivore de l'animal. Il partageait son temps entre la terre et l'eau, un peu comme nos phoques actuels. Si ces Notosaurus se trouvaient le plus souvent dans l'eau pour se nourrir de poissons, ils pouvaient également se hisser sur les plages pour se reposer et profiter de la chaleur du soleil. Les scientifiques supposent qu'ils remontaient également à la surface durant la période de ponte. Ils déposaient alors leurs œufs sur la terre, comme le font les tortues marines que nous connaissons. Laissons ce Notosaurus déguster son repas et poursuivons nos investigations auprès d'un nouveau groupe, les ichthyosaures. Les ichthyosaures sont des vertébrés diapsides marins. Ils s'apparentent un peu aux dauphins. Le Californosaurus mesure environ 3 mètres. Il a une tête avec un long museau, mais celle-ci paraît bien petite en proportion du reste du corps. On retrouve également une queue avec une forme coudée et un petit aileron vertical sur le dos. L'Utatusaurus présente des caractéristiques communes avec notre diapside marin précédent. Sa tête est petite et le reste de son corps beaucoup plus massif. On retrouve également 2 paires de nageoires sur les flancs. L'Utatusaurus est cependant dépourvu d'aileron dorsal. Cela ne l'empêche pas pour autant d'être un très bon nageur. Tout comme lui, le Chaosusaurus geisensis ne possède pas d'aileron. Il est également bien plus petit puisqu'il mesure moins de 2 mètres, pour un poids variant entre 10 et 45 kg. Sa colonne vertébrale lui permet d'onduler un peu à la manière d'une anguille. Il vit quant à lui dans les eaux peu profondes des plateaux continentaux. Mixosaurus est lui aussi un ichthyosaurien primitif et mesure entre 1 et 2 mètres de long. Mixosaurus a des mâchoires longues et étroites, dotées de dents acérées, parfaitement adaptées à la pêche. Il se situe entre les ichthyosaures primitifs et les formes plus évoluées. Il a un petit aileron dorsal et une ébauche de nageoire sur la partie supérieure de sa queue. Cette nageoire est soutenue par la colonne vertébrale légèrement voûtée. Ses membres ont la forme de palettes natatoires, celle de devant étant plus grande que celle de derrière. Chaque nageoire est composée de 5 doigts.
Ces ichthyosaures ont sans doute croisé la route du Perlédus, un poisson actinoptérygien. Les actinopérygiens sont des poissons osseux dont les nageoires sont soutenues par des rayons. Le Perlédus mesure 15 cm. Il est denté et sa mâchoire a un grand angle d'ouverture. Il est également doté de nageoires dorsales et anales, ce qui lui donne une certaine aisance dans l'eau. Un autre poisson courant au Trias est le Bobasatranien. Il est parvenu à survivre à l'extinction du Permien-Trias. Il vit dans les eaux côtières et peu profondes au large de la Pangée. Il est doté de plusieurs types de nageoires et est un très bon nageur. Il a une forme plutôt allongée et ronde. Ses dents sont plates et solides, ce qui lui permet de se nourrir de coquilles. Il les écrase et les broie. En parlant de coquilles, cela nous amène à un autre sujet. En effet, le climat global reste chaud pendant toute la durée du Trias. Et, à la fin du Trias, ce climat particulier favorise l'apparition d'un nouveau type de plancton. Le plancton à coquilles calcaires et le nanoplancton qui vont profondément modifier l'écologie et la chaîne alimentaire marine, mais aussi la chimie océanique. Le plancton n'est plus essentiellement végétal, mais aussi animal. J'aimerais, avant de quitter l'océan, te faire découvrir une dernière espèce marine. Voici un reptile marin tout à fait étonnant, Atopodentatus unicus. Il a un corps très allongé, des membres plutôt grands par rapport à ce que nous avons pu observer jusqu'ici, et une tête singulière. Cette forme si particulière laissait à penser qu'il s'agissait d'un animal microphage suspensivore, c'est-à-dire qu'il se nourrit d'organismes de très petite taille, de particules organiques alimentaires, en filtrant le milieu aquatique en suspension. Mais, après avoir observé de nouveaux fossiles et restes de ces animaux, il s'avère que c'est finalement un herbivore. Cela fait de lui l'un des plus anciens reptiles marins herbivores connus. Durant ce voyage, tu auras eu la chance de découvrir de nombreuses espèces iconiques de leur période. Mais il est déjà temps pour toi de poursuivre le voyage et de quitter le vaste océan pour te rendre sur Terre. Tu dois voir comment là-bas, la nature reprend vie elle aussi peu à peu. Si elle n'a jamais vraiment disparu, elle s'essoufflait et s'appauvrissait de plus en plus. Les lycopodiales, les cicadales, les gingophytes et les glossoptérides ont peu à peu laissé leur place aux conifères. Le couvert végétal est maintenant de plus en plus luxuriant, notamment dans l'hémisphère nord. La grande taille de la Pangée limitait malgré tout sans doute l'influence de l'océan sur son climat et de grands déserts devaient donc s'étendre au centre de la Pangée. Ici, les conditions de vie étaient bien plus difficiles, voire hostiles. Si quelques amphibiens et quelques reptiles mammaliens ont survécu à la crise du Permien-Trias, les reptiles diapsides s'imposent de plus en plus. L'un d'entre eux, l'archosaure, jouera même un rôle clé dans l'évolution biologique. D'après les études menées par les scientifiques, l'archosaure donnera naissance aux crocodiles, aux dinosaures et aux ptérosaures, mais aussi à des groupes qui disparaîtront à la fin du Trias, comme les phytosaures, les aétosaures et les rosuchiens. Cette Euparkeria arrive à point nommé.
Voici l'un des archosaures le plus connu de cette époque. Le Parkeria capensis a un corps plutôt mince, une longue queue et une tête allongée. C'est un petit gabarit au vu de ce que nous avons rencontré il y a quelques instants. Il mesure environ 55 cm et pèse à peine 10 kg. Il a de petites dents qui s'apparentent à des aiguilles et une griffe pointue au niveau du pouce. Il peut ainsi creuser et dénicher des insectes ou de petits amphibiens terrés dans le sol ou le bois. Ici, les gros prédateurs sont nombreux et dangereux. Pour se faire une place dans le cycle de la vie et subvenir à ses besoins nutritifs, ce petit Parkeria a trouvé la parade, la vitesse. Ses pattes arrière, plus longues que les pattes avant, lui permettaient de courir sur de petits parcours, soit pour fuir un prédateur, soit pour débusquer une proie. Un autre diapside archosomorphe est également présent dans les parages. Cette fois, nous avons affaire à un membre de la famille des rhynchosauriens. C'est un hyperodapédon uxelei. Il a un crâne court et triangulaire et des mâchoires qui s'emboîtent parfaitement, ainsi que plusieurs rangées de dents. Sa mâchoire inférieure présente 2 rangées de dents, une sur le bord supérieur et une autre un peu plus bas sur le bord inférieur. Il a également un prémaxillaire ou un os incisif. C'est un os crânien dédoublé situé dans la partie antérieure de la mâchoire supérieure et doté de dents. On voit d'ailleurs celle-ci largement dépassée de sa gueule. Malgré toute cette armada dentaire, l'hyperodapédon uxelei est un herbivore. Qui l'eût cru? Il se nourrit de plantes coriaces. Pour parvenir à en venir à bout, il est doté de muscles masticateurs puissants. Les griffes sont aussi un atout pour lui, afin de se nourrir plus facilement. Il peut gratter le sol et déterrer des racines ou des tubercules. L'animal qui est en approche n'a quant à lui rien d'un herbivore. Il est en effet un cousin des crocodiles. C'est un reptile rossuchien, le Thyssinosuchus. Tout son corps est recouvert d'une véritable armure de plaques osseuses, des excroissances composées de chitine, dentine ou kératine, présentes notamment chez les crocodiliens. Ses membres se situent directement sous son corps, quasiment à la verticale. Il a une articulation de la cheville plus évoluée et complexe qui lui permet d'être un prédateur redoutable. Il est rapide, efficace et chasse des reptiles et des poissons. Le Tanystrophéus que je souhaite te faire découvrir à présent est très différent lui aussi des autres membres du groupe des reptiles. Cette fois, il a un très long cou de 3 mètres et mesure près de 6 mètres au total. Sa queue et son cou sont très impressionnants. Le Tanystrophéus est assez énigmatique encore aujourd'hui. Les scientifiques ont émis 2 hypothèses sur son régime alimentaire et son mode de vie. La première avance le fait que son long cou lui servait à atteindre la hauteur des arbres pour y débusquer de petits reptiles arboricoles. D'autres pensent plutôt qu'il était piscivore. Il n'est pas adapté à la vie aquatique, mais il peut tout à fait longer les côtes et, grâce à son cou, atteindre les bancs de poissons des bords de mer. Voici un thérapside qui fait partie des synapsidés. Trinaxodon mesure environ 50 cm de long et pèse 3 kg.
Il s'apparente à la fois aux reptiles et aux mammifères, et il partage d'ailleurs un certain nombre de critères avec ces deux groupes. Il a une posture semi-dressée sur ses membres, ce qui le rapproche des reptiles. Mais il a aussi des vibrisses et sans doute un corps couvert de fourrure. Une hypothèse évoque même chez lui un principe d'homéothermie, c'est-à-dire une température interne indépendante de l'environnement qu'il occupe. Ces caractéristiques s'apparentent quant à elles plus facilement à un mammifère. S'il est parvenu à survivre à la crise du Permien, c'est sans doute grâce à son mode de vie. Cet animal nocturne est un fouisseur qui occupe des terriers. Sa dentition est différenciée. On retrouve des incisives, des canines, mais aussi des molaires. Il chasse de petits herbivores et des invertébrés. Durant le Trias, on retrouve la présence de nombreux insectes. L'évolution biologique a également opéré dans ce groupe, puisque les premiers insectes à métamorphose complète s'installent progressivement. La métamorphose complète est également appelée développement holométabole. Cela signifie que la métamorphose passe par 4 stades distincts. L'œuf, la larve, la nymphe, puis l'imago ou l'adulte. C'est le cas des coléoptères, des diptères ou encore des lepidoptères. Durant le Trias, on pouvait apercevoir des coléoptères tels que le Cardiocine elegans ou le Cardiocine obesa. En parlant d'évolution, le Trias est marqué par l'arrivée des premiers dinosaures de la planète. Ils sont en effet arrivés à la fin du Trias. On ne peut donc pas quitter le Trias sans rencontrer une petite poignée d'entre eux. Commençons par un spécimen de taille moyenne, avec le Coléophysis. Il vit proche des cours d'eau et peut atteindre 3 mètres de long, pour une hauteur de 1 mètre environ. Il pèse entre 15 et 30 kg pour les plus gros. Il a des dents en forme de couteau et recourbées vers l'arrière pour se nourrir de petits animaux tels que des lézards ou des petits mammifères. Mais il sait également chasser en meute. Il peut alors s'attaquer à des animaux bien plus gros, comme le Placerias, un herbivore de près d'1 tonne. L'Éoraptor vivait quant à lui dans les plaines d'inondations où l'activité volcanique est très forte. Les variations saisonnières sont habituelles et les fortes pluies courantes dans la région. Long d'1 mètre et haut de 40 cm, ce petit dinosaure est un bipède qui pèse à peine une dizaine de kilos. Nous avons ici un des rares spécimens omnivores. Il se nourrit en effet de petits animaux, mais également de feuilles tendres ou encore de fruits. Sa seule tactique de défense, c'est la fuite. La construction de son squelette et la position de ses membres lui confèrent une grande rapidité de mouvement. Un autre dinosaure tétropode du même gabarit vivait quant à lui dans les régions marécageuses. Il y trouvait des insectes, des lézards et autres petites proies à foison, mais aussi de nombreuses cachettes pour s'abriter des grands prédateurs, tels que les carnivores archosauriens. Le Procompsognathus était long, un peu plus d'1 mètre, mais pas très haut, seulement 30 cm. Il pesait tout au plus 2,5 kg. Lui aussi est un bipède. Il a des bras courts et ses mains sont pourvues de 3 doigts griffus.
Il a également un museau plutôt long et de nombreuses petites dents qui lui permettent de déchiqueter ses proies. Il doit cependant se méfier du Ticinosuchus féroce ou du Rutiodon carolinensis, qui sont tous deux les principaux prédateurs du Procopsognathus. Tous ces animaux ont sans doute également croisé la route de deux herbivores qui vivent dans la même région, le Plateosaurus ou le Phrasia. Le Plateosaurus est un dinosaure sauropodomorphe de près de 4 tonnes. Il mesurait 8 mètres de long. S'il marchait sur 4 pattes, il pouvait, lorsque le besoin s'en faisait ressentir, courir sur ses 2 pattes arrière. Le platéosaure était doté d'une petite tête et d'un corps allongé. Ses membres forts et robustes et sa queue longue et lourde étaient équipés de muscles puissants. Son long cou lui permettait d'atteindre les feuillages situés à 3 ou 4 mètres du sol. Le Phrasia est lui aussi bipède et quadrupède. Cet herbivore est doté d'un os prémaxillaire qui porte 4 dents. Il utilisait les gastrolites, ces pierres d'estomac, qu'il avalait et stockait dans l'estomac pour assurer une part du broyage des aliments, mais aussi apporter des minéraux. J'aimerais terminer ce voyage dans le Trias par l'un des plus anciens dinosaures, ou plutôt l'un des tout premiers du genre. Il n'est peut-être pas l'ancêtre de tous les dinosaures, mais il est sans doute un proche parent. Erarosaurus ichigalastensis est long de 3 mètres, exclusivement bipède et un prédateur capable de s'attaquer à pratiquement tous les vertébrés de son écosystème. Il a une mâchoire très bien articulée et des dents incurvées pour arracher la chair. Le bras et l'avant-bras sont assez courts, tandis que la main est allongée. Les 2 premiers doigts et le pouce se terminent par des griffes incurvées et acérées pour saisir des proies. Les 4e et 5e doigts sont des moignons sans griffes. Il possède de fortes pattes postérieures avec les cuisses courtes et d'assez longs pieds, ce qui indique qu'il était probablement un coureur rapide. La queue, partiellement raidie, équilibrait le corps et était également adaptée pour la vitesse. Bien qu'il partage la plupart des caractéristiques des dinosaures, il existe quelques différences, en particulier dans la forme de ses hanches et les os de ses membres postérieurs. Il est sans doute un représentant très primitif des dinosaures et l'un des plus anciens connus à ce jour. Celui-ci, comme tous les autres, n'est sans doute pas prêt à appréhender ce qui l'attend. Si la Pangée commence à se fracturer dès la fin du Permien, c'est surtout à la fin du Trias que les changements se font véritablement ressentir. Des systèmes de rifts séparent l'Amérique du Nord et l'Afrique. Ces rifts sont des fossés d'effondrement qui se localisent le long d'une fracture de l'écorce terrestre durant le processus d'extension. La Pangée va subir cette fracture en 2 temps. La première débute avec l'ouverture de Thétis, selon un axe est-ouest qui sépare la Laurasia au nord et le Gondwana au sud. Au cours du Cénozoïque, c'est au tour de l'océan Indien de s'ouvrir. Des plaques vont migrer vers le nord, puis l'océan Atlantique va s'ouvrir lui aussi. En parallèle, une remontée de la plaque arabo-africaine et la fermeture de la Néothétis conduisent à la formation de la ceinture alpine. Ces changements radicaux, cette fracture terrestre, cette activité interne de la Terre vont entraîner des conséquences irrémédiables, que ce soit sur le paysage, le climat ou la vie. Mais
Comment tout cela s'est-il passé? Comment les animaux ont-ils vécu cette période? Toutes ces réponses seront à chercher au cours d'un prochain voyage.